Bonsoir et merci de nous retrouver dans la famille en question. Chaque année en France, plus de 100 000 personnes divorcent. Voir ses parents se séparer est toujours douloureux pour l'enfant. J'ai peur de ne plus voir mon papa. Où est-ce que je vais habiter maintenant sont autant d'inquiétudes exprimées par les plus jeunes. Ont-ils compris que leurs parents ne s'aimaient plus? Échappent-ils à la culpabilité? Les réactions varient selon les âges, on le verra dans cette émission. Alors, comment aider les enfants du divorce? Quels sont les moyens pour tenter de limiter les dégâts liés à une séparation? C'est le thème de ce numéro. Pour en parler, nous recevons Mathias Colla. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vos parents ont divorcé lorsque vous aviez 2 ans. On vous verra dans le reportage qui va suivre. Face à vous, nous recevons Pascal Anger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiateur familial et psychothérapeute. Vous travaillez à l'ADEF, l'association d'aide à l'enfance et à la famille qui se trouve à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Vous animez des groupes de parole pour enfants. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Enfin, nous retrouvons, comme souvent sur ce plateau, Stan Rougier. Père, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier l'ouvrage « Pourquoi je l'ai suivi ?» Entretien avec Nathalie Calmet. C'est aux éditions Desclés de Brouwer. Et vous nous apporterez, comme vous le faites chaque fois, votre regard en fin d'émission. Alors, comme chaque semaine, vous le savez, nous ouvrons ce magazine sur un reportage. Il a été réalisé chez vous, Mathias. Après avoir grandi chez votre mère, vous vivez depuis quelques mois chez votre père pour des raisons essentiellement pratiques, votre maman ayant déménagé dans un appartement plus petit. Pour vous, la séparation a été plutôt bien vécue, étant tout petit quand vos parents ont divorcé. Voyez ce reportage qui a été réalisé par Hélène Marronnet. Aujourd'hui, Mathias vit chez Alain, son père. À 24 ans, c'est une nouvelle vie pour le jeune homme. Car ses parents se séparent quand il a 2 ans. Il part vivre avec son frère Gilles, de 6 ans son aîné, et leur mère. D'une vie familiale classique, Mathias n'a aucun souvenir. Enfant puis adolescent, il voit son père un week-end sur 2 et la moitié des grandes vacances. Un système de garde connu par beaucoup d'enfants de divorcés. Mais à la différence d'une grande majorité de ses enfants, Mathias, lui, n'a gardé aucune séquelle de la séparation de ses parents. Moi, je ne me souviens pas de la séparation, parce que j'avais 2 ans, 2 ans et demi. Et moi, j'ai toujours bien vécu, je pense. Enfin, après, peut-être qu'inconsciemment, il y a peut-être certaines choses dont je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai jamais souffert de la séparation, parce qu'en fait, j'ai toujours le souvenir d'avoir vécu chez ma mère et de voir mon père une semaine sur 2, enfin un week-end sur 2, donc pour moi c'était normal. C'est pas comme s'il y avait une rupture dans ma vie, parce que je me souviens pas comment c'était avant finalement. Donc pour moi j'ai toujours grandi comme ça, donc ça s'est toujours très bien passé en fait. Malgré cette apparente simplicité, un divorce n'est jamais évident pour les enfants. Ce sont de nouvelles bases de vie à trouver, une nouvelle organisation à définir, de nouveaux liens à construire. La relation parent-enfant est modifiée, surtout avec le parent qui n'a pas la garde. Il est vrai que matériellement, donc, on a dû avoir très vite 2 logements différents. Mais moi, je me rappelle très bien que je me suis arrangé pour qu'on, dans ce logement, autant Mathias que Gilles aient leur chambre. Donc, tu avais ta chambre. Donc, ça permettait à Mathias de mettre ses affaires, il avait un tiroir où il mettait ses jeux, où j'allais pas quand il n'était pas là, quoi. C'était bon. Ce qui lui permettait, quand il venait me voir, de se sentir chez lui, me semble-t-il. Et puis, on avait pris des décisions, on ne voulait pas que pour eux, ils en pâtissent et des changements. Par exemple, pour la messe de Noël, il était convenu que tous les Noëls, Catherine et moi, et Mathias et Gilles, on allait à la messe ensemble. Pour les anniversaires de Mathias et de Gilles, toujours, tous les 2, on souhaitait l'anniversaire. Je voulais absolument rester père de Gilles et Mathias, bien qu'étant physiquement séparés d'eux. Malgré ces arrangements, malgré cette volonté de conserver totalement son rôle de père, Alain n'a pas pu s'empêcher de se sentir coupable envers ses enfants. J'ai l'impression que Gilles et Mathias sont plus seuls, la solitude, du fait qu'ils ont qu'une personne qui s'occupe d'eux, leur mère, et que moi, je pense à eux, mais c'est par distance. Donc au quotidien, ils sont plus seuls que si on était tous les 2 là. Je pense à ça notamment. Alors je me trompe peut-être. Moi c'est marrant, je ressens pas du tout ça. Je me suis jamais senti seul, mais enfin, si ça peut te rassurer, moi je me suis jamais senti seul. Mais je comprends que toi, vu que tu n'étais pas là, peut-être que tu avais cette... Bon, Catherine, on travaillait, toi tu étais souvent à la maison, tout seul.
Donc j'appelais, tu me disais, bah non, je suis tout seul. Maman est Ouais, partie, mais en fait, je sais pas, j'ai plein d'amis, enfin, tu vois. oui. Mais bon, il était sans Catherine, sans moi, quoi. Voilà. Donc, Pour Alain et son ex-femme, il est très important de préserver leurs enfants. C'est pour eux qu'ils ont décidé de conserver de bonnes relations et de maintenir un dialogue. Et malgré le divorce, cette ambiance a été bénéfique pour Mathias. Pour moi, c'était évident que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, puisque vous avez divorcé, donc voilà, ça c'était. Mais vous vous aimiez en tant que parents, quoi. Tu vois, enfin, pour moi, c'était deux personnes qui n'étaient pas faites pour vivre l'une avec l'autre. Mais ça restait des parents qui aimaient leurs enfants. Et du coup, vu qu'ils aimaient leurs enfants, bah, finalement, ils s'aimaient d'une certaine façon, qui n'était pas forcément amoureux, mais bon, en tout cas, ils se respectaient. Donc, ça n'a jamais créé aucune confusion. Et pour moi, c'était vraiment naturel de se retrouver aux anniversaires, à Noël. Et encore une fois, je n'avais jamais senti de tension entre mon père et ma mère. Donc, c'est toujours très bien passé, quoi. Aujourd'hui, Mathias et son père voient leur relation évoluer. Ils prennent le temps de se parler, de partager des moments d'intimité. Quelque part, c'est une façon pour eux de rattraper le temps perdu. Alain est là au quotidien pour son fils. Cet après-midi, après leur promenade, ils ont décidé de travailler ensemble sur la recherche d'emploi de Mathias. J'aurais bien voulu te montrer mon CV, comme on avait dit l'autre fois. oui. Parce que je l'ai modifié depuis la dernière fois. Je voulais savoir ce que tu en pensais. J'ai, depuis notre séparation, connu Mathias et Gilles à distance. Pour moi, c'était une grande satisfaction d'avoir Mathias à mes côtés et de pouvoir rentrer du bureau le soir et de le voir physiquement, de pouvoir échanger, lui dire comment s'est passée ta journée, l'inverse est vrai. Je pense aussi que c'est important pour lui. J'ai ressenti chez Mathias, surtout au début, les premiers mois, le besoin de me voir, quoi. Quelque chose que tu n'avais pas vécu. Hein. Bah, c'est sympa d'avoir une complicité avec son père, quoi, qu'on n'avait pas forcément avant. Enfin, qu'on avait avant, mais juste à certaines périodes. Oui. Et pas au quotidien, quoi. Oui. Ça fait du bien. Ouais. Et du coup, j'ai peut-être une relation avec mon père et avec ma mère qui est à peu près équivalente maintenant, finalement. Puisque je les vois finalement, je vois mon père plus souvent maintenant, alors qu'avant que je voyais ma mère plus souvent. Et maintenant, je la vois moins souvent, donc finalement, là, on a la même relation, quoi. Ça, c'est un peu équilibré, finalement, quoi. Au niveau de la complicité. Mathias est un jeune homme épanoui, bien dans sa vie. Le divorce de ses parents ne l'a pas affecté outre mesure. C'est quelque chose qu'il a depuis tout petit, totalement accepté. Son frère Gilles, quant à lui, n'a pas vécu ce divorce aussi sereinement. Si les divorces se banalisent aujourd'hui, cette rupture, parfois brutale, peut devenir traumatisante pour les 2,5 millions d'enfants qui y seront confrontés. Alors Mathias, vous parlez dans le reportage d'une relation qui finalement se rééquilibre puisque maintenant vous vivez chez votre père. Quand vous avez passé toutes ces années chez votre maman, est-ce que vous avez redouté peut-être de perdre votre père puisque vous le voyez évidemment beaucoup moins fréquemment à l'époque ? À vrai dire, non, parce que, comme je le dis dans le reportage, pour moi, ça a toujours été normal de vivre dans cette configuration-là. Et je pense que j'ai jamais ressenti, comme je le disais, de tension entre mon père et ma mère. Mais du manque, éventuellement ? Du manque, sûrement, notamment, je pense, à la fin des week-ends où j'étais avec mon père. Bon, c'est vrai que maintenant que j'y repense, ça fait toujours un peu bizarre de quitter son père pour repartir 2 semaines chez sa mère. Et puis à la fin des vacances aussi. En fait, quand on se quittait, là, je sentais peut-être un manque. Peut-être j'avais pas forcément envie de partir. Mais après, je l'oubliais vite dans la semaine. Et je pense que c'est grâce au fait que mes parents ont toujours réussi à déjà préserver leurs enfants des éventuelles tensions qu'ils pouvaient avoir et qu'ils avaient eues dans le passé. Et donc ils ont toujours, mon père et ma mère ont toujours parlé l'un de l'autre de façon très respectueuse. Et il n'y a jamais eu ils ont toujours été très flexibles aussi au niveau du temps que je pouvais passer avec mon père, par exemple. Très vite, quand j'ai été adolescent, j'ai pu aller chez mon père quand je le souhaitais. Et ma mère ne voyait aucun inconvénient à cela, bien sûr. Quelle est votre image du couple et du mariage aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez en la durée du couple ou est-ce que vous doutez ? Alors c'est une question que je me suis posée assez récemment d'ailleurs. Enfin, en fait, ça fait 4 ans et demi que je suis avec mon amie, une fille. Donc forcément, les choses deviennent un peu plus sérieuses au bout de 4 ans et demi. Et c'est une question que je me suis posée dans ce cadre-là.
Effectivement, j'ai eu quelques doutes qui se sont en fait comment un peu exprimés. Je me suis dit finalement, mes parents à une époque ont dû s'aimer comme j'aime actuellement mon ami. Et puis il se trouve que 12 ans après, ils ont divorcé. Donc malgré tout l'espoir qu'on peut faire résider dans une relation à un moment donné, on n'est jamais sûr finalement de la façon dont va évoluer cette relation. Donc à partir de là, la notion d'engagement finalement peut perdre un peu de sa valeur, puisque finalement l'engagement peut être rompu. Mais il se trouve qu'après, j'ai cet exemple-là dans ma famille, mais j'ai aussi d'autres exemples qui m'ont fait changer d'avis, notamment celui de mes grands-parents, qui ont fêté récemment leurs 60 ans de mariage, qui ont plus de 80 ans tous les deux, et qui s'aiment comme au premier jour, enfin j'ai l'impression. Quand je vois mes grands-parents en maison de retraite, il y a toujours ce regard, cette espèce d'étincelle dans les yeux de ma grand-mère. Quand elle regarde mon grand-père, elle lui dit souvent « je t'aime », elle lui prend la main. Donc ça, c'est assez touchant, et ça, ce genre d'exemple, ça me fait vraiment croire en la durée du couple. Donc oui, pour répondre à votre question plus précisément, oui, je crois à la durée du couple, même si je suis persuadé qu'on ne peut pas être sûr d'un engagement, sûr de la façon dont va évoluer un engagement amoureux. Est-ce que vous aviez souhaité à un moment que vos parents se réconcilient ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez espéré, petit ? Pour être tout à fait franc, non. C'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que je ne l'ai pas souhaité, c'est que je n'y ai même pas pensé, en fait. Comme je dis dans le reportage, c'était un état de fait. Pour moi, ils étaient vraiment pas faits pour vivre l'un avec l'autre. Et je respectais ce choix. Et d'un autre côté, ils s'appréciaient mutuellement. Donc, il y avait toujours cette relation harmonieuse. Donc, pour moi, c'était très bien si ils étaient séparés. Mais il y avait toujours ce grand respect entre eux qui fait que j'étais plus ou moins satisfait de cette relation-là. Parce que je ne les verrai jamais ensemble, en fait. Pour moi, c'est... Vous les avez connus de toute C'est façon. peut-être triste de dire ça, mais en même temps c'est réaliste. Et moi, c'est la façon dont j'ai grandi, et c'est comme ça que j'ai été heureux, quoi. Alors, votre père parlait de votre frère aîné, Gilles, qui a été plus marqué par cette séparation. Et comment est-ce que vous, en tant que petit frère, vous avez vécu ces moments sans doute plus difficiles pour lui ? Est-ce qu'il vous en avait parlé ? Le fait de voir votre grand frère peut-être plus en difficulté par rapport à la séparation de vos parents, est-ce que ça vous a questionné également ou pas ? Je pense que mon grand frère, moi, j'ai toujours vu mon grand frère un peu comme une personne un peu plus tendue, plus agitée intérieurement que moi, par exemple, notamment durant l'adolescence. C'est plus une question aussi de tempérament, alors. Voilà, mais je pense que ce tempérament est effectivement dû aussi au divorce. Et je pense que Gilles, mon frère, a souhaité toujours me préserver aussi. Il ne m'a jamais vraiment parlé directement de ses problèmes et sa vision peut-être un peu plus stressée du divorce de nos parents. Donc finalement, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, en fait. C'est assez récemment que j'ai appris que Gilles avait mal vécu finalement le divorce. Et je ne l'ai pas vraiment ressenti. On m'en a pas parlé quand j'étais plus jeune, en fait. Alors, votre père, on ne l'entend pas dans le reportage, mais nous a dit qu'il s'occupait de divorcer, remarier par le biais de sa paroisse. Est-ce que son engagement, pour vous, est une forme de témoignage ? Qu'est-ce que ça vous fait penser, en fait, l'action de votre père ? Est-ce que ça vous fait réfléchir aussi à cette dimension aussi de foi ? Moi, je trouve ça très très bien ce qu'il fait mon père en termes d'engagement, notamment dans cette association de divorcés remariés. Et je pense que ça pose une problématique, ça me met à jour comme une réelle problématique, c'est que mon père et ma belle-mère sont des gens très croyants, et que finalement, on se rend compte qu'ils ont du mal, ils ont décidé d'accueillir des gens qui sont dans leur situation, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens, des divorcés remariés, qui s'aiment, qui sont très croyants, mais qui finalement ont du mal à trouver leur place peut-être dans l'Église. Donc je pense que c'est une problématique qui est très actuelle. Et donc je trouve que c'est un bel engagement de vouloir essayer de résoudre ça avec d'autres couples. Merci Mathias. Pascal Anger, je me tourne vers vous. Rebondir. Oui, justement. Ce que je trouve assez beau dans le reportage et dans votre histoire, c'est que je trouve que vos parents ont réussi en tout cas leur séparation. Tout à fait. Et ça, ça me paraît être quelque chose d'important. Et parce que c'est un peu notre travail en tant que médiateur d'aider justement à ce que l'enfant soit extérieur au conflit. Et j'ai l'impression que vos parents, en fait, à travers ce que j'ai entendu,
ont tout fait pour vous protéger du conflit. Alors, en même temps, quand on a 2 ans et qu'on a des parents qui se séparent, souvent on est comme une espèce d'éponge en fait, du ressenti de ce que vivent les parents. Et je pense que si vous avez vécu aussi bien leur séparation, je pense que c'est parce que justement leurs émotions, leurs ressentis, ils ont su à un pas moment transmettre donné... d'angoisse à l'enfant. Et justement, alors Pascal Anger, c'est pas le cas de la plupart des enfants. Mathias a peut-être été assez préservé. Alors comment est-ce que l'enfant réagit à la séparation en fonction de son âge, justement? Est-ce qu'on peut faire une classification? Oui, on pourrait la faire, mais en même temps, ce qu'on entend quand même, c'est des histoires assez singulières d'enfants, de parents. Enfin, moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est des histoires singulières. Et bon, ce qu'on peut noter quand même, c'est la peur pour chaque enfant de cette perte. L'enfant est obligé de faire un deuil douloureux. C'est que quand même, il a vu ses parents à un moment donné s'aimer. Il les a vus se disputer. Ce qu'il voudrait, lui, c'est non pas que les parents se séparent, mais qu'ils arrêtent cette guerre. Donc c'est pour ça que dès qu'on peut, moi je trouve qu'en tant que médiateur, c'est bien de pouvoir recevoir l'enfant, au moins à la première séance, pour lui dire, tu vois, tu as vécu des choses douloureuses, tes parents sont en passe de se séparer, mais en même temps, s'ils font ce travail en médiation familiale, c'est aussi pour t'aider, toi, à ne plus vivre ça. Ce n'est pas de ta faute si tes parents se séparent. C'est important de le dire et de le répéter à l'enfant. Il y a aussi une question de culpabilité. Les enfants ressentent souvent cette culpabilité en se disant « mais s'ils se séparent, c'est de ma faute ». C'est de ma faute, exactement. Donc il faut rassurer l'enfant en lui disant que ce n'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute si les parents se séparent, qu'il aura toujours un toit. Bizarrement, les enfants ont toujours peur de ne plus avoir de maison. Donc c'est important de lui dire, non seulement tu en auras une, mais tu en auras 2. Tu auras 2 chambres. Et une question là-dessus, justement. Est-ce que l'enfant peut avoir 2 foyers? Est-ce que ce n'est pas un peu déstabilisant de passer d'une semaine chez papa, la seconde semaine chez maman, avec 2 chambres? Tout dépend comment les parents s'entendent, tout dépend comment c'est fait. Et si les parents se tiraillent et continuent à se tirailler, bien sûr, pour l'enfant, ça va être dramatique. Si c'est souple, si l'enfant peut dire des mots, si les parents peuvent se dire des mots, s'il y a une communication qui est claire, pour l'enfant, ça va être plus simple. Bien sûr, s'il y a du tiraillement, ça va être difficile. Alors, vous avez mis sur pied des groupes de parole pour enfants. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de groupes d'enfants de 6-9 ans et de 10-13 ans. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte en visitant les classes, les écoles, que bien sûr, beaucoup d'enfants sont de parents séparés, mais que ces enfants, ils n'en disent rien, nulle part. Ils n'en disent pas grand-chose à leurs parents parce qu'ils ont peur des émotions des parents, ils ont peur que les parents, à un moment donné, si je dis quelque chose, ça va faire boulette et ça va être mal pris par l'autre, etc. Donc les enfants protègent terriblement dans les crises et dans les divorces les parents. Ils verbalisent peu aussi. Exactement. Donc ils se referment. Et nous, on a voulu en fait... alors, on leur a parlé de juges, on leur a parlé d'avocats, on leur a parlé de pensions alimentaires, on leur a parlé de choses qui... entendent, comprennent pas tout toujours. Donc c'est important en fait pendant ces groupes de pouvoir leur expliquer ce qu'est un juge, ce qu'est un avocat, comment ça se passe un divorce, et ça démystifie un peu tout ça et ça permet à l'enfant aussi de pouvoir dire ce qu'il en est pour lui de sa propre histoire. Moi, ce que je reçois en fait dans le 93, c'est beaucoup d'enfants qui ont vécu beaucoup de violences de la part des parents. Donc, ils ont aussi besoin d'entendre que ça, c'est interdit, que la violence, c'est interdit, qu'ils ne sont pas obligés de répéter ça. Donc ça vient se greffer en plus d'une séparation. Oui. Quelles sont les attitudes à adopter pour protéger au mieux l'enfant? Qu'est-ce que les parents doivent dire? Comment est-ce qu'ils doivent annoncer demander des recettes. Se séparer? Moi, je pense que ce qui est important à dire, c'est que l'enfant aura toujours accès à ses deux parents, qu'il ne faut pas en faire, enfin, à mon sens, c'est important de ne pas dire trop tôt à l'enfant qu'on va se séparer, c'est-à-dire quand on est dans cette phase où on ne sait pas très bien si on va se séparer, je pense qu'il vaut mieux attendre vraiment l'ultime étape où on va se séparer pour lui dire, ben voilà, ton papa et moi, on va se séparer, voilà comment on va organiser les choses pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas décideur, mais qu'est-ce que tu en penses malgré tout? Et c'est important que l'enfant se sente malgré tout entendu. C'est même s'il n'est pas en place de décideur, que malgré tout, il puisse dire « Ah oui, mes parents, ils ont pensé quelque chose de ma place à moi en tant qu'enfant. » Et malgré tout, au travers de votre expérience, est-ce que vous pourriez dire que les enfants
peuvent sortir certains enfants indemnes d'une séparation, ou est-ce qu'il y a toujours des effets, des souffrances ? Je crois que si les parents s'entendent sur leur séparation, je dirais qu'on va déjà éviter, le plus dur à l'enfant. Mais je crois qu'il ne faut pas rêver. Je veux dire que c'est quand même un deuil à faire, que c'est quand même quelque chose. On ne s'est pas mis ensemble à un moment donné, on n'a pas fait cet enfant pour se dire à un moment donné on va se séparer. Donc c'est forcément un deuil pour tout le monde, il faut le faire ce deuil. Donc forcément ça va passer par des crises, forcément ça va passer par des noms d'oiseaux, forcément ça va passer par des choses qui sont douloureuses pour tout le monde et qu'on ne peut pas éviter ça à mon avis, malheureusement, mais on ne peut pas l'éviter. Alors je crois qu'on fait comme on peut et on essaye de faire au mieux, mais alors Mathias nous dit que visiblement, il est sorti indemne c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pas la majorité. Indemne. Très jeune aussi. Oui, mais malgré tout, je pense que même si vous étiez très jeune, il y a des enfants qui, même jeunes, sont quand même vont somatiser, vont dire les choses autrement que par la parole, mais vont les dire quand même. Merci Pascal Anger. Pour terminer, Stan, quelques mots. Alors, moi, j'avais envie de vous demander quel est le message que propose l'Église aux enfants du divorce ? Parce que l'Église parle beaucoup de la famille, du modèle familial traditionnel. Mais est-ce qu'elle a un message pour ces enfants dont les parents se séparent ? Elle insiste sur le caractère sacré de l'amour, qui n'est pas envisageable de le rompre, puisque cet amour est chargé de rendre présent l'amour de Dieu pour l'humanité. On ne peut pas imaginer Dieu disant « je divorce ». Donc de la même façon, ce couple qui doit être l'icône de l'amour de Dieu pour nous ne peut pas être rompu. Et c'est important. Moi, je ne souhaiterais pas que dans cette émission, on se dise, tiens, Mathias a une personnalité tellement épanouie, tellement réussie, bravo. On a bien précisé que ce n'était pas la majorité des cas. Voilà. Alors, dans ces cas-là, moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de culpabilisation et qu'on ne dramatise pas cette situation. Là, on nous a présenté quelque chose d'assez réussi, mais me semble-t-il assez rare aussi, parce que je rencontre beaucoup d'enfants dont les parents sont séparés et qui vivent ça très très mal, c'est-à-dire qui ne croient plus à la durée de l'amour ou alors qui ne se marient plus puisqu'ils disent il vaut mieux qu'on vive ensemble et puis on verra ce que ça donne et dans 10 ans, dans 15 ans, on essaiera de mettre un sacrement là-dessus. Mais ils ne veulent pas faire du définitif tellement ils ont la frousse. Comment, Père, vous accompagnez-vous des familles qui sont dans cette situation-là ? Moi, c'est surtout en accompagnant des fiancés pour la préparation au mariage. Parce que je crois que beaucoup de gens préparent moins leur couple que leurs vacances et que donc, à cause de ça, il y a une fragilité formidable des couples. Donc le plus important, c'est en amont que ça doit se passer. Alors une fois que la séparation est inéluctable, je souhaiterais que l'Église tout entière puisse prononcer les paroles que j'ai là d'un évêque qui disait ceci: on est dans la situation du tout ou rien, il faut donner une vraie place aux nouveaux couples dans l'Église qui devrait, mieux qu'elle ne le fait, ouvrir une voie de réhabilitation. Beaucoup de personnes divorcées demandent un remariage religieux pour une autre raison qu'au nom de leur foi. On ne peut pas négliger un couple remarié qui veut mettre Dieu au cœur de son amour. C'est une parole assez rare. Il ajoute, l'Église a manifesté la miséricorde de Dieu. On est inconditionnellement aimé par le Dieu de l'Évangile qui nous permet un avenir. Moi, je souhaite aussi de tout mon cœur que ce domaine-là ne soit pas un domaine où les gens se disent « l'Église nous rejette ». J'ai dans ma propre famille des gens qui se sont divorcés. Ils ont du même coup abandonné toute pratique religieuse. Je trouve ça triste. C'est dans les moments où on aurait le plus besoin de Dieu qu'on nous sépare de lui. C'est assez dur. Merci Père et on vous retrouve très bientôt dans la famille en question. Quelques contacts pour terminer cette émission. L'ADEF dont nous parlions tout à l'heure, l'association d'aide à l'enfance et à la famille, son numéro de téléphone qui s'affiche sur vos écrans, le 06 85 88 05 03. Et puis également la Fédération nationale couple et famille, téléphone 01 42 85 25 98 et le site internet www.couple-et
famille.com. Enfin, quelques livres pour approfondir ce sujet. Les enfants dans le divorce d'Agnès Zonaban, qui est paru aux éditions Studi Parents. Et puis deux autres livres, l'un sur la garde alternée, livre noir de la garde alternée de Jacqueline Philippe, qui est paru chez Duno. Enfin, un livre pour les enfants de 3 à 6 ans, Les parents de Samira se séparent, d'Edwige Antier, paru chez Nathan. Et puis un appel à témoins. Nous recherchons pour nos prochaines émissions le témoignage d'enfants placés dans des familles d'accueil. Comment est vécue cette séparation avec sa propre famille et quels liens se construisent avec la famille d'accueil. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à m'appeler au 01 73 02 22 09. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.